Bonjour chers auditeurs, auditrices, bonjour à tous ceux vous qui êtes en train déjà de vous connecter. Ah, ça y est, je vois que vous êtes connectés. Bonjour, le temps que je partage, j'espère que vous aussi vous allez partager. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés, tous ceux, tous celles. Connectez-vous, partagez l'émission. Bonsoir, présentez-vous, présentons-nous. Qui est déjà connecté? D'où vous venez? Vos prénoms, que je puisse vous faire les dédicaces. C'est le moment des dédicaces. J'espère que vous allez bien. Qui est déjà connecté? Je vois des connectés. Merci de mettre des cœurs, des likes, des émoticônes. Qu'on puisse se saluer. Ah, ça commence. Qui est déjà connecté? Je ne vois pas les prénoms. Que je puisse vous saluer. En ce mardi soir, mardi 14 juillet, très exactement. Bonsoir, bonsoir à tous ceux et celles qui se connectent. N'hésitez pas à nous dire votre prénom. Je partage l'émission, hein. N'hésitez pas à partager, mettre des cœurs, des likes, des émoticônes. J'espère que vous allez bien, hein. Donc aujourd'hui, vous avez vu, la thématique est déjà annoncée. Nous allons aborder le thème « Investir dans l'éducation de nos enfants ». Voilà, afin de réduire les inégalités sociales dans l'enseignement supérieur. Connectez-vous, partagez, likez, saluez-nous, saluons-nous. Qui est déjà connecté? Dans 2 minutes, nous allons démarrer notre thématique. Je vous invite vraiment à partager l'émission. J'espère que vous allez bien. Alors, encore 1 minute et puis on va démarrer notre live. Qui est déjà connecté? Saluez-nous, saluons-nous. Je ne vois pas les prénoms. D'où vous venez? Quel pays? Quelle ville? Rééduquons nos enfants. Mes salutations, rééduquons nos enfants. Je vous invite vraiment à aller liker de super publications. Vous êtes vraiment dans la thématique. Rééduquons nos enfants. Vous auriez dû être en ligne avec nous ce soir. Si vous êtes disponible, faites-le moi savoir et je vous envoie le lien. On a besoin aussi de votre retour. Qui est déjà connecté ce soir? Que je vous fasse des dédicaces comme on le fait chaque mardi soir. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas seule. Je suis toujours entourée d'experts ou voilà, de professionnels ou de personnes voilà, qui ont envie de témoigner sur des thématiques. Donc, je vais vous présenter mon panel dans quelques instants. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Bonsoir. Je partage l'émission, encore 1 minute, et nous allons démarrer notre live. Partagez l'émission. Saluez-nous, saluons-nous, des cœurs, des likes, des émoticônes. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer.
que vous avez partagé, vous tous qui êtes déjà connectés? Un petit partage, ça ne coûte rien. Nous allons démarrer notre live. Je vous ai trop fait attendre. Toutes mes excuses. On va démarrer. Ah, ça y est, je vois du monde là. Je vois que vous êtes connectés. Je vais plus vous faire attendre. Ça y est. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Alors, je ne peux pas commencer cette émission sans m'excuser, sans vous prier de bien vouloir m'excuser. Il est très exactement à Paris 21h58. Nous avons pris du retard. Voilà, mes invités, mon panel d'invités a pris aussi du retard. Certains sont sur la route, bloqués sur la route, d'autres n'ont plus de batterie. Voilà. Mais voilà, j'ose croire que déjà, nous avons notre expert, celui qui vient pour nous donner des clés, des stratégies selon les thématiques. Et ce soir, il a répondu encore présent. Et je tiens à l'en remercier. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Hein. Normalement, on ne le présente plus, mais voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous allons le présenter. Donc, rééduquons nos enfants, ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Saluez-nous, saluons-nous. Qui est déjà connecté, des cœurs, des likes, nous dire voilà votre prénom, d'où vous venez et que je puisse vous faire une dédicace. Je vais débloquer l'écran de mon invité, le coach. Voilà, vous l'aurez reconnu, il s'agit du coach Dale Muller. Bonsoir, coach Dale Muller. Bonsoir, Monsieur Guette. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Oui, alors je tiens déjà à vous remercier encore une fois d'être présent parmi nous. Je vous ai vu ce matin sur un autre plateau, vous courez de partout. Merci vraiment d'avoir répondu présent encore ce soir. Je vous en prie. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, parce que tous les jours, hein, chaque semaine, nous avons des nouveaux auditeurs et auditrices, donc on a besoin que vous puissiez nous dire vos différentes casquettes pour toutes les personnes qui nous rejoignent sur ce plateau. Qui êtes-vous, Oui, donc coach Dale Muller, ben, je suis déjà opérateur économique. J'ai cofondé un cabinet d'expertise comptable depuis 2006 qui emploie à peu près 20 personnes, un cabinet qui gère à peu près 350 clients dans les différents domaines d'activité, bâtiment, commerce, même dans le domaine médical. Le cabinet fait à peu près 1,4 million de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce qui concerne mon expérience au niveau expertise. Actuellement, je suis en phase de finalisation de mon doctorat en finance et gestion. Donc, c'est la finalisation de diplôme d'expert comptable. Donc, j'ai déjà fait les 3 ans de stage parce qu'il faut faire bac+5 et derrière faire 3 ans comme les médecins internes. Et à la fin, c'est couronné du diplôme final qui est équivalent à un doctorat en finance et gestion. Ça, c'est côté études. En dehors de ça, j'anime une émission Parlons entreprise avec Phil de Montagnard sur Africa Radio tous les mardis matins de 9 à 10 heures. Ça permet au fait de donner les clés, les conseils pour les entrepreneurs à majorité afro. Et je suis aussi directeur général d'une holding qui détient à peu près 8 sociétés dans le secteur d'activité, bâtiment, nettoyage, garage automobile, communication. Donc, je gère ça avec ma femme et les autres sociétés. Ben, j'ai certains membres de la famille, certains amis qui sont spécialisés dans les différents domaines d'activité. Donc, en tout, tout le groupe avec tout ce qui est cabinet, je gère à peu près 5 millions de chiffres d'affaires et 50 salariés à peu près. Donc, au Wow. niveau business, économie, c'est quand même quelque chose dans lequel je baigne depuis pas mal d'années. Combien d'années à peu près?
Depuis la première entreprise, c'est le cabinet depuis 2006. Donc, vous pouvez compter. Je suis vraiment dans le business et l'avantage que j'ai, comme je suis directeur associé d'un cabinet d'expertise comptable, je partage l'expérience aussi avec les autres dirigeants. Je conseille des entreprises qui font 12 millions de chiffre d'affaires, des dirigeants qui sont millionnaires. Donc, je partage aussi leur expérience. Ça me nourrit aussi et d'où la participation dans votre émission, d'où l'émission Parlons Entreprise, pour essayer au fait d'apporter cette expertise-là, ce coaching-là en stratégie, en gestion pour la communauté. En tout cas, chapeau, vous avez des encouragements, des félicitations de nos auditeurs et auditrices que nous saluons. On voit que vous êtes déjà très nombreux connectés. N'hésitez pas, des cœurs, des likes, des émoticônes, à réagir. On publiera vos messages en ligne comme je viens de le faire pour Rééduquons nos enfants. Monsieur Desmuller, on vous voit entreprise, business, entreprise. Et en termes de social, est-ce que vous avez des casquettes un peu associatives ou pas? Ah oui, j'ai oublié de parler. Depuis 2015, nous avons créé, ma femme et moi, l'ONG Angèle. Cette ONG Angèle vient en aide aux enfants de la rue, aux femmes en difficulté, aux femmes veuves, aux orphelins. Donc actuellement, on est en train de finaliser la construction d'une école qui va accueillir minimum 300 enfants au Congo, au niveau de Bibois, qui est à peu près à 10-15 minutes de l'aéroport de Njili. Donc, on est en Oui, train de construire cette école-là. On aurait souhaité faire la rentrée scolaire là en septembre. Malheureusement, avec la COVID-19, ça oui. reporte un peu les échéances. Mais depuis 2 ans, on s'est mis à l'idée de vraiment faire ce cadeau-là à la population au Congo, donner cette opportunité-là aux enfants, parce que nous, ici, on a la chance d'aller à l'école, surtout quand c'est l'école primaire, tout est gratuit, tout est offert. Malheureusement, au Congo, il n'y a que depuis l'arrivée du nouveau président que l'application de la constitution congolaise qui dit clairement que Oui, l'école primaire, elle doit être gratuite. Et ça n'a jamais été le cas. Donc, il y a quand même déjà, comme on parle d'inégalité à l'accès à l'éducation, au Congo, il s'est avéré que comme tout était payant, comme on appelle chez nous communément le Minerval. Hein. Donc oui. là-bas, les familles modestes qui n'avaient pas les moyens, c'était compliqué qu'ils puissent maintenir leurs enfants à l'école. Et moi, j'estime que d'avoir un peu l'opportunité de faire un peu d'argent ici en France, ma femme et moi, ça nous tenait à cœur de pouvoir redistribuer un peu ce qu'on gagne ici au bénéfice des plus démunis. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on était confinés, les frontières étaient fermées, mais je sens un engouement qui vient d'arriver, c'est que beaucoup veulent faire des dons, donner des vêtements, donner des choses pour les orphelins, comme vous venez de le dire, les enfants handicapés, etc. Est-ce que au sein de votre association ONG, on peut faire des dons ou est-ce qu'on peut se En renseigner fait, si on veut faire des dons de on, matériel, de oui, médicaments? on, Oui, tout à fait. On peut faire des dons, mais le gros souci qu'on a, comme vous savez, c'est le transport. On peut collecter le maximum de vêtements, le maximum Effectivement, de matériel, mais c'est pouvoir transporter ces choses-là, le ramener. l'acheminement. Voilà, quand vous prenez un conteneur de 20 pieds, Oui, on estime à peu près à 14 000 euros le pouvoir de le prendre ici et le dédouaner jusqu'à Kinshasa. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, bien sûr que c'est bien de faire des dons sur le plan matériel, mais c'est bon aussi de compléter avec un peu de finance pour donner un coup de main pour tout ce qui est frais de transport et frais de douane. d'accord. C'est bon à savoir. Donc, si des dons sont à faire, auprès de qui on se renseigne? Est-ce qu'il y a une page, Oui, un oui, contact? il y a la page ONG Angèle et là-dessus, vous pouvez écrire. Il y aura le bureau répondra par rapport à ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aider le maximum de personnes. Dernièrement, euh, mon épouse était à Kinshasa. Donc, elle est partie par rapport au mois de mars. Hein, elle est partie D'accord, à l'hôpital Mamaemo pour d'accord. offrir des pagnes aux femmes, libérer certaines femmes, comme vous le savez, malheureusement, la maternité, c'est payante. Et c'est payant à Kinshasa. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez rester bloqué des semaines et des semaines et des Effectivement. semaines. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, nous qui vivons ici, qui avaient cette possibilité-là
d'aller accoucher. Les femmes peuvent accoucher facilement, sans aucun frais, mais de l'autre côté, ça ne se passe pas pareil. Donc, pour ma part, il est important, chacun à son niveau, parce que 5 euros, 10 euros, 20 euros, c'est toujours important de donner. Il est vrai que certaines associations n'ont pas fait preuve de beaucoup de sérieux, ce qui fait que beaucoup de personnes ont été réticentes à participer. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont vraiment concernés, qui ont envie d'aider son prochain. Il faut vraiment le faire et participer à ça. C'est très important. En tout cas, vous avez le soutien des auditeurs, auditrices, Monsieur Jean Didas qui dit respect pour Monsieur Day, Madame Day Muller pour la création d'une école à Kinshasa. Cela donne vraiment envie d'apporter quelque chose à cette belle œuvre humanitaire. Il y a Monsieur Eded L qui demande comment un parent avec SMIC peut-il préparer l'université de son enfant. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, si aujourd'hui on est présent, je vois que certains intervenants essaient de se connecter, mais n'ont pas une bonne connexion. Je les invite à se déconnecter et à retenter, parce qu'on ne voit pas l'image. Donc, la thématique du jour, je la rappelle, vous êtes dans l'émission Instant H. Je suis l'animatrice Miss Huguette. La thématique du jour, c'est investir dans les études, dans la scolarité de nos enfants. Voilà, on a constaté que déjà aujourd'hui, nous souhaitons déjà à présenter une bonne fête. Nous sommes le 14 juillet. Voilà, c'est une date symbolique pour la France à laquelle nous présentons des vœux. Nous avons un slogan qui est liberté, égalité, fraternité. Maintenant, cette égalité, est-ce qu'elle est vraiment respectée? On constate des inégalités comme dans plusieurs domaines, mais là, nous nous sommes penchés sur l'éducation des enfants. Beaucoup ont eu leur bac, beaucoup ont eu leur BTS, beaucoup ont eu leur diplôme de fin d'études, d'année scolaire, et c'est une bonne chose, mais la suite, qu'est-ce qu'il en est? Beaucoup vont s'inscrire dans les écoles supérieures, et à partir de là, on voudrait savoir comment ça se passe. Moi, je voudrais commencer par vous poser une question avant de rentrer dans le vif du sujet. Selon vous, Monsieur Day, quel est le rôle des parents dans l'éducation des enfants? Pour ma part, au fait, les parents doivent montrer l'exemple dans l'éducation des enfants. Euh, il n'est pas nécessaire que les parents aient fait des longues études pour qu'ils servent d'exemple aux enfants. Et ça arrive, malheureusement, il y a des parents qui n'ont pas eu la possibilité, sont venus assez tard ici en France, n'ont pas eu la possibilité de faire des études, mais ils peuvent être des exemples de courage et d'abnégation envers leurs enfants. Parce qu'on peut ne pas avoir fait ce chemin-là, mais indiquer le bon chemin à ses enfants. Donc, pour ma part, les parents ont ce rôle-là à jouer, à discuter avec leurs enfants, à leur montrer le chemin. Quand on parle d'investissement, il y a investissement temps, investissement conseil et investissement financier. On ne peut pas dissocier les trois. C'est Je très crois que j'ai important parce que réussi là. quand on revient sur la question de l'auditeur qui nous pose carrément, on dit, mais moi, je gagne le SMIC, comment je peux investir dans les études de mes enfants? Nous sommes déjà du bon côté de la planète. Ici en France, moi personnellement, j'ai eu à faire des études supérieures sans réellement débourser des sommes considérables. Parce qu'ici, on a l'opportunité, quand les parents ne gagnent pas assez, d'obtenir des bourses auprès de l'État, auprès de l'éducation nationale, auprès de l'État français. Donc, pour ma part, SMIC ou pas SMIC, on peut déjà arriver à un niveau vraiment conséquent si on met du sérieux, si chacun remplit sa part. D'accord. Alors, juste avant de vous laisser poursuivre, on a un de nos invités qui vient de se connecter. Il s'agit de Monsieur Yves Mbama. Bonsoir, Monsieur Yves. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas très bien. Vous n'êtes pas dans un coin où il y a de la lumière. Bon, attendez que je vais me mettre là où il y a un peu de lumière. Voilà, en parallèle, là, vous me voyez ou pas? Parfait. Juste avant de vous donner la parole, je tiens à saluer les auditeurs qui nous rejoignent. Je salue Madame Judith Day.
Judith Day, la femme de monsieur coach Day Muller. Je salue Sylvie Donga, bonsoir à tous et chapeau bas au couple Day Muller pour leur entrepreneuriat. Vraiment, bravo. Vraiment, continuez à saluer, à féliciter, à encourager. Je ne vois pas son nom, mais je sais qu'il va se connecter. Je salue monsieur Trifaz, monsieur Fabrice Trifaz de la société Trifaz Protection. Je répète, Trifaz Protection, protection, alarme, incendie. Allez voir ce qu'il fait. C'est très intéressant. Il faut encourager les entrepreneurs de la diaspora. Ils font de belles choses. Ah, on a perdu notre interlocuteur qui cherche la bonne connexion. Donc, Monsieur Day, vous étiez déjà en train de répondre à la question qui avait été posée concernant la thématique. Donc, je rappelle la thématique qui est investir dans l'éducation de nos enfants. Donc, il y a Monsieur Eded L qui disait comment un parent avec SMIC peut-il préparer l'université de son enfant. Donc, je crois que vous étiez déjà en train de répondre à cette question. Donc, pour vous… Oui, donc je disais simplement, oui, c'est possible. Il faut, ici en France, on a la possibilité de poursuivre des études non payantes parce qu'il y a des bourses qui sont données. Malheureusement, si l'enfant doit faire des écoles d'ingénieurs, des fois c'est tenu, ce sont des écoles privées. Là, par contre, ça varie entre 2 000 et 16 000 euros pour le cursus. Là, ça peut devenir plus compliqué. Donc, il faut faire en sorte que votre enfant reste à l'université. En fait, il peut faire jusqu'à Bac+5 sans problème, en ayant même une bourse. Vous n'avez pas les fonds nécessaires pour financer les écoles privées. Super. On va donner la parole à notre second invité. Monsieur Yves, est-ce que vous nous voyez, entendez? Oh là là. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous me voyez? On vous voit et on vous entend. Vous êtes juste Sauf que je ne vous entends plus. Vous ne m'entendez plus. Allô, allô? Je ne vous entends plus. Alors là, il va falloir alors vous déconnecter, vous reconnecter. Oh là là. Les aléas du live. Vous me voyez, je vous vois. Est-ce que vous m'entendez? Sauf que je vois vos têtes secouées. Bon, je vais parler un peu. Bon, tout à l'heure, j'entendais parler des études supérieures, et ainsi de suite. En fait, pour nos enfants, pour nos jeunes qui veulent faire des études supérieures, je n'ai pas très bien suivi le début, c'est pas grave. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'ils se préparent déjà pour travailler en autonomie. Il faut une autonomie, surtout une année aussi compliquée que celle-ci. Ceux qui ont eu le bac doivent travailler en autonomie, doivent se mettre presque à jour, je serais tenté de dire se mettre à jour pendant les vacances. Ça, c'est la première chose. La deuxième, au niveau des études, il y avait ce qu'on appelait la discrimination positive faite par l'ancien président de Sciences Po, qui pour moi, c'était une bonne chose, mais ne préparait pas non plus nos élèves aux études supérieures. Parce que les études supérieures, c'est non seulement l'argent, puisque l'argent, pour éviter que nos enfants, le soir, aillent travailler ou le matin aillent travailler et rentrent fatigués et ne suivent pas les cours. Il y a ça, mais c'est surtout aussi une certaine disponibilité pour faire des études supérieures. Les études supérieures, ce n'est pas un hasard. Hein. On ne se lève pas comme ça, on va à l'université, on suit les cours et puis on rentre le soir à la maison. Il faut une certaine disponibilité pour les études supérieures. Hein. Il y a l'argent, c'est vrai. Ça éviterait aux jeunes d'aller faire des petits boulots le matin, de faire des petits boulots le soir et fatigués, ne pas. Mais il faut une certaine disponibilité intellectuelle. Ça aussi, c'est important. C'est très important. Et vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a discuté, vous m'aviez parlé des parents qui ne sont pas partis à l'école. Moi, j'ai dit que c'était, pour moi, c'était pas un vrai problème. Parce que les enseignants sont payés. Les enseignants sont payés pour aider les élèves à être au niveau des autres, hein, et donner les clés aux élèves, aux étudiants, pour qu'ils fassent des études correctement. Donner les clés, c'est les préparer à la recherche, les préparer à lire, à faire des fiches. C'est ça, donner les clés. C'est ça le rôle de l'enseignant. Le rôle de l'enseignant, c'est pas seulement dire « mais oui, mais toi, tes parents ne sont pas partis à l'école, donc il n'y a personne qui va t'aider à faire les devoirs ». C'est aussi être disponible, faire de telle sorte que ces jeunes qui ont les parents en difficulté, hein, je sais que
entre le fils d'un ingénieur et le fils d'une femme de ménage ou d'un père préparateur de commandes, ce n'est pas la même chose. Ça, ce n'est pas la même chose, je le sais. Mais il faut Yves, est-ce que vous m'entendez? Parce que le rôle à la fois de... Ça va être difficile d'intervenir. Je ne vous entends pas. Donc là, on risque d'être... Je ne vous entends plus. Là, je vous entendais, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est mon micro? Je vais le couper pour qu'on puisse avoir un échange, qu'il essaie d'arranger son micro. N'hésitez pas, hein, chers auditeurs, auditrices, à réagir aussi sur la thématique. Mes salutations à Rinka Mac. L'université est en partie gratuite, mais pas les écoles privées. 10 000 € pour un BTS, il faut le savoir. Ok. Je vais tenter. Monsieur Yves, est-ce que vous m'entendez à présent? Il doit avoir un problème de micro. Allô? On ne vous entend pas. Je vais lui permettre de se reconnecter. Désolé pour ces aléas. Nous, on continue. Donc, il y a des questions qui arrivent, qui ne cessent d'arriver. Monsieur Day, donc je vais vous les poser à vous. On va progresser sur cette thématique. Donc, beaucoup nous ont fait part, apparemment, pour eux, ils ont senti qu'il y avait une faillite en termes de l'éducation. Vous avez dit que vous-même, vous êtes en train de reprendre votre doctorat, donc vous êtes quand même dans un circuit scolaire, vous savez de quoi on parle, vous êtes aussi parent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'en France, le niveau scolaire est bon, comparé à d'autres pays, peut-être de l'Europe, des États-Unis, etc.? En fait, c'est difficile de comparer si on n'est pas baigné non plus dans ce que font les autres pays. Pour moi, on doit faire en sorte d'exceller dans ce qu'on fait, dans l'école où on est. Il est vrai que quand je compare les écoles publiques et les écoles privées, il y a quand même une grande différence. Il y a vraiment une grande différence. D'accord. Déjà, juste en France, il y a une grande différence. Hein? Oui, oui, rien qu'ici en France. Rien qu'ici en France. Moi, j'ai l'opportunité de mettre mes enfants dans une école privée. Je ressens que les professeurs sont vraiment plus concernés, sont vraiment près des enfants. C'est vraiment différent. Et pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence? Je ne vais pas critiquer tous les professeurs du public, mais il y a des bons partout comme il y a des mauvais partout. Mais il y a certains, ils ont fait ce cursus-là pour pouvoir simplement avoir la garantie de l'emploi. Parce que c'est comme certaines personnes qui font du social, ils ne sont pas nés, ils ne sont pas appelés à faire du social. Comme certains, aujourd'hui, il y a certains professeurs ou certains maîtres d'école ne sont pas appelés à faire ce métier-là. Certains ont choisi ça entre parenthèses, par facilité à être fonctionnaire, garantie de l'emploi. Mais il y a aussi des difficultés par rapport aux populations. Quand on mélange les enfants issus d'une population difficile, on les met tous dans la même classe avec les mêmes difficultés. C'est difficile à la fois pour les enfants et difficile pour le professeur. Ouais, donc, il y a vraiment plein d'ingrédients qui font qu'à un moment donné, votre enfant peut réussir ou échouer dans ses études. Donc, j'encourage les parents, en fait, à être vraiment plus présents, à choisir le meilleur, parce que dans certaines écoles publiques qui sont situées dans des bonnes zones, l'éducation, il y a rien à redire. Vous pouvez prendre des écoles publiques dans le 16e, dans les beaux quartiers. Ce ne sont pas des écoles privées, mais c'est une fréquentation différente. Ben, vous allez avoir une autre qualité à la fois d'enseignants et une autre qualité des participations des parents pour les réunions des parents. Donc, il y a vraiment plein d'ingrédients qui font que soit c'est une réussite, soit vous passez à côté. D'accord. Mais là, vous nous parlez, par exemple, des écoles privées, etc. Comme on l'a vu chez une auditrice et un autre auditeur qui viennent de nous le dire, aujourd'hui, ces écoles-là deviennent même très, très chères, qu'on parle des écoles en privé, des BTS privés, etc. Ça devient même une course, un marché au plus offrant. Les frais de scolarité deviennent de plus en plus onéreux. Et comment on fait? Parce que la base, c'était la connaissance. Aujourd'hui, c'est vraiment un marché, on peut dire.
du Mais plus offrant. l'avantage quand même, mais l'avantage ici en France, on a quand même des chemins parallèles. Il y a des écoles privées, oui, c'est cher, mais on peut quand même faire des grandes études, de longues études et avoir un emploi digne de ce nom sans pour autant passer par des écoles privées. Ça aussi, c'est une réalité en France. Et heureusement encore qu'on a cette possibilité-là. Vous pouvez devenir un cadre supérieur tout en ayant un cursus dans les écoles publiques. Il suffit simplement de se concentrer, de faire le nécessaire, de mettre à côté tout ce qui peut vous empêcher d'aller à l'école. Euh, Au fait, l'objectif pour les parents, même s'ils n'ont pas les moyens dignes de ce nom, c'est faire en sorte que les enfants puissent se concentrer absolument et uniquement à leurs études. Parce que quand un enfant se lève le matin, déjà, il a du mal à s'habiller, il a du mal à un moment donné à avoir son repas à, à midi, mais comment voulez-vous qu'il puisse étudier correctement? On va me dire que oui, on est dans la difficulté, c'est compliqué, mais moi, je mets toujours la balance entre la difficulté que les parents qui vivent au jour le jour en Afrique et D'accord. nous, les parents ici. Donc, D'accord. j'estime qu'ici, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'à un moment donné, votre enfant est même payé pour aller à l'école. Il faut juste qu'il Ok. en fasse bon usage. Quand on a des Mhm. bourses à 300, 400, 500 euros par mois, c'est quand même quelque chose qui peut vous permettre au fait, de mener à bien vos études. Ok. On va voir si Monsieur Yves nous entend à présent. Monsieur Yves, est-ce que vous nous entendez? Mieux. Je vous entends. Tout à l'heure, donc, mon prédécesseur disait que les enfants peuvent aller faire des études supérieures longues et avoir un bon emploi. Sauf que ces études supérieures longues qui amènent au master, au doctorat, ne nous le l'auront pas. Ce n'est pas si facile que ça. On peut avoir un doctorat et n'est pas facilement ouvrir les portes des grandes entreprises, hein, parce que il faut pas avoir honte des mots, il faut pas se leurrer. Il y a souvent un coup de pouce, ce qu'on appelle le piston, hein. Souvent, nos jeunes envoient des CV bardés de diplômes, doctorats de ceci, ainsi de cela, et ils n'obtiennent pas facilement le travail, hein. L'avantage des grandes écoles, généralement, ils sont cooptés avant la fin même des études. Ils sont cooptés, c'est ça le seul avantage. L'inconvénient, c'est mon prédécesseur l'a dit, hein, c'est souvent les inscriptions qui sont très, très onéreuses, c'est excessivement cher. Pour les parents qui gagnent le SMIC, c'est pas facile de pouvoir inscrire les enfants pour dans certaines écoles. Alors, je disais, il y a Monsieur certains Yves, BTS avant de qui... poursuivre, je vous coupe un peu parce que vous arrivez comme ça dans l'échange. Certains ne vous connaissent pas. Oui, Qui allez-y. êtes-vous? Si vous pouviez faire une c'est encore coupé. présentation, vous m'entendez? Allô? Je ne vous entends plus là. Ah, c'est embêtant. Oh là là, c'est mon téléphone qui est en train de déconner ou qu'est-ce qui se passe? Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez là à présent, monsieur Yves? Allô? Bon, écoutez, mon téléphone déconne, je ne vous entends pas, je vous vois bouger, mais je ne vous entends plus. Mais désolé, je vais vous laisser continuer l'entretien qui est très, très intéressant, sauf que mon téléphone est en train de bugger. Je ne peux plus continuer là, parce que je vous entends, je vous vois bouger. De temps en temps, je vous entends et ça coupe. Donc, est-ce que là, vous m'entendez? L'intégralité de l'entretien. Est-ce que vous avez des écouteurs? Bonne continuation, parce que moi, là, je ne vous vois plus. Je vois des lèvres bouger. Je ne vous entends plus. Bon, je coupe son micro. C'est fort dommage. Donc, c'était un professeur à l'université, lycée, BTS, qui voulait nous apporter aussi son témoignage, son retour par rapport aux étudiants, qui, je crois que Monsieur Jean Didas le connaît, mais malheureusement, on ne l'entend pas. En tout cas, si une autre personne souhaite intervenir à sa place, n'hésitez pas et je vous envoie le lien pour vous connecter et partager cet échange. Je vais reprendre avec Monsieur Day. Je suis désolée, hein, les aléas du direct. Deux invités n'arrivent pas à se connecter ce soir. Nous ne pouvons pas couper le live parce que nous sommes déjà connectés. Monsieur Jean Didas, si vous avez la possibilité de lui dire de se connecter d'un ordinateur, ce serait gentil. Comme ça, moi, je poursuis l'émission. Alors,
Vous nous avez dit, Monsieur Day, le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Moi, si j'ai voulu faire intervenir un professeur, c'est pour savoir aussi quelle est, selon vous, la mission de l'école vis-à-vis de nos enfants qui sont leurs élèves. Est-ce qu'eux aussi ont un devoir de réussite par rapport à nos enfants, un devoir de les mener vers cette réussite dans leurs études, ou est-ce que toute cette responsabilité incombe uniquement à l'élève et à ses parents? Non, moi, pour ma part, au fait, c'est un devoir de trois parties. Il y a les parents qui ont un rôle à jouer, l'enfant, parce qu'il faut savoir que l'enfant, c'est déjà l'enfant qui a le rôle principal. Parce que vous pouvez mettre tous les moyens, vous pouvez avoir les meilleurs professeurs. Si l'enfant n'a pas envie d'aller chercher ce que vous souhaitez pour cet enfant-là, c'est cause perdue. Donc, pour moi, il y a déjà un premier travail à arriver à faire comprendre les enfants dans leur intérêt d'aller chercher le meilleur. Si je reviens sur les mots du professeur en disant c'est pas sûr qu'on puisse avoir un travail à la sortie de son bac+5 ou son doctorat, il est vrai, rien n'est garanti. Mais je préfère être un chômeur avec un bac+5 qu'être un chômeur avec en étant sans diplôme. Parce que quoi qu'il en soit, à un moment donné, s'il y a un poste qui se présente, on donnera la priorité à celui qui est diplômé. Donc, il ne faut jamais décourager les enfants à aller chercher le maximum de diplômes. Aujourd'hui, les petites tâches, parce que moi, je le vois au sein de mon cabinet, on est en train d'informatiser beaucoup de tâches. Les tâches de saisie, aujourd'hui, par exemple, dans mon cabinet, on ne saisit plus les relevés bancaires. On récupère les écritures automatiquement sans qu'il y ait une intervention humaine. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont des CAP, des BEP comptabilité, malheureusement, dans l'avenir, dans les 5-6 ans à venir, ça va être très compliqué pour ces personnes-là d'avoir un emploi. Donc, on pousse absolument les enfants à aller chercher les études supérieures. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans ma profession, on va chercher plutôt les gens qui sont capables d'analyser les états financiers, après l'analyse, pouvoir conseiller les clients. Or, pour le traitement de base, on n'aura plus besoin de l'être humain. Vous regardez bien quand vous allez dans les supermarchés, quand vous voyez de cela, il faut absolument diriger les études dans le bon sens et se projeter à plus 15, à plus 20, à plus 25 ans dans l'avenir, à savoir quels seront les emplois qui seront proposés, dans quelle manière et quel chemin d'éducation prendre pour que nos enfants ne se retrouvent pas face à des emplois inexistants après une formation. Donc moi, j'incite absolument que les enfants puissent faire le maximum d'études pour avoir une chance de décrocher un emploi futur. D'accord, ça c'est très bien. Avant qu'une mère de famille qui a des enfants en enseignement supérieur qui a souhaité nous rejoindre, si il y a encore une ou deux personnes qui souhaitent nous rejoindre par rapport à cette thématique, n'hésitez pas à me contacter, à le faire savoir dans les commentaires et je vous envoie le lien de connexion. J'ai une autre question. Il y a voilà le professeur, mais un autre professeur aussi m'a fait part qu'aujourd'hui ils sont en très comment dire, ils sont un peu dépités par le niveau scolaire des enfants. Ils arrivent en études supérieures, pour la plupart, ne savent pas écrire. Ils ont plein de fautes d'orthographe, ils font plein de fautes d'orthographe, avec tous ces SMS, ces mots abrégés qu'on fait à longueur de journée, ces sténos. Et même au niveau maths, physique, c'est plus du tout le niveau. Il y avait on m'a fait aussi un retour d'expérience où les professeurs ont maintenant même des fois des consignes de noter sur le contenu du rapport que leur expose l'élève, mais plus de fautes d'orthographe, ne plus compter ça sur la forme, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les diplômes sont rabais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Moi, je pense qu'il y a quand même déjà une lutte entre les différents pays. Donc, on fait en sorte de maintenir le pays dans un niveau de réussite, tant de pourcentage au niveau du bac. Moi, par rapport à mon métier, j'ai pu constater que les diplômes que moi j'avais passés il y a quelques années de cela,
quand je vois les programmes ont été allégés. Voilà, donc c'est-à-dire que celui qui avait un BTS compta il y a 15 ans, ce n'est pas le même BTS compta que les élèves passent actuellement. Je reçois des stagiaires au sein du cabinet qui font des stages de 5-6 mois. J'embauche la nouvelle génération et malheureusement, le constat est là. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a envie de faire le moins possible, profiter de la vie et le moindre effort, on le ressent. Ils sont moins concernés par le travail comme nous, on peut vouloir faire, aller chercher. Aujourd'hui, quand il est 17h, 17h moins 3, les gens, ils rangent leurs bagages, ils s'en vont. Et c'est des situations que je vis au quotidien. Et moi, je me dis, mais si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des efforts. J'ai travaillé énormément pour essayer de maîtriser le maximum dans mon domaine pour être compétent. Et vous direz qu'il n'y a plus cet amour, cet engagement au travail? Oui, parce qu'on parle finance. Aujourd'hui, les gens qu'on embauche, au lieu de déjà se dire, mais j'adore mon métier, j'aime ce que je fais. Bien sûr, tout travail mérite salaire, mais aujourd'hui, c'est d'abord le salaire en avant. On sort des enfants des écoles, ils ont bac+5, ils disent, bah, écoutez, moi j'ai fait bac+5, donc je mérite 2500 €, 3000 € par mois, sans pour autant avoir la pratique et avoir les compétences dans le domaine dans lequel ils travaillent. Et je l'ai vu, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on doit enseigner aux enfants, d'abord les compétences. Quand on sort de l'école, c'est théorique, on arrive dans une entreprise, il faut se donner le temps. Aujourd'hui, on vit dans l'ère où tout doit aller vite, les gens veulent tout de suite maintenant, et c'est pas possible. Exactement, on devient pas compétent en 3 mois, en 1 année. Il faut passer du temps. Voilà, il faut passer du temps dans son domaine c'est très important. D'accord. Je vois beaucoup de gens nous rejoindre. Je les salue déjà au passage. N'hésitez pas à réagir, même si vous nous rejoignez en cours de route. Nous partagerons votre échange. Oui, Rinka, tu peux participer. Je vous ai envoyé un lien en inbox. Jean Didas nous dit, avoir le baccalauréat ne signifie pas qu'on a forcément des aptitudes pour suivre un enseignement supérieur. Êtes-vous d'accord avec ça, monsieur coach Muller? Avec mon expérience, il y a plusieurs formes d'étudiants. Il y a des étudiants qui ont des facilités. D'accord? Ceux-là, baccalauréat, ils peuvent enchaîner rapidement. Et il y a d'autres qui ont besoin de travailler énormément. Mais pour arriver en finalité au même résultat, vous savez, quand vous cherchez à avoir bac+5, l'essentiel, c'est de l'avoir. Il y a celui qui l'a avec 18 de moyenne et l'autre qui va avoir 10 de moyenne. Mais je ne peux pas, moi, décourager. C'est-à-dire que quand vous avez le bac, je vous pousse à aller chercher le meilleur. Même si ça va prendre 5 ans, 10 ans, 3 ans, 4 ans de plus que la moyenne nationale, peu importe les autres, vous, concentrez-vous sur votre cursus. Parce que quoi qu'il en soit, on est encore ici en France. En France, on vous juge par rapport à vos diplômes. On ne vous embauche pas parce que vous avez les compétences simplement dans le domaine d'activité. On va vous dire, vous avez quel diplôme? Donc, comme les diplômes ont leur importance, j'encourage les gens à aller chercher ces diplômes-là. D'accord. Alors là, on me dit sur mon WhatsApp que voilà, c'est très bien ce que monsieur coach Muller nous dit, mais lui qui a fait de grandes études, lui qui est là depuis de nombreuses années, il s'exprime très bien, chef d'entreprise, mais voilà, nous autres, nous avons des parents qui voilà, nous ont envoyés à l'école, mais qui sont eux largués dans voilà les propos, je cite. Et de ce fait, voilà, on n'est pas aidé, on n'est pas accompagné, ils ne comprennent pas notre niveau scolaire et du coup, on est seul, livré seul à nos études. Vous avez eu la facilité de pouvoir accompagner déjà vous-même vos enfants, je pense, même pendant ce confinement, qui a été très compliqué pour beaucoup de parents. On m'a fait beaucoup de retours, ils ont eu du mal à être les parents enseignants à la maison. On parlait dès le début de l'émission, il n'y a pas de ce métier, hein. Des parents qui peuvent être au SMIC, des parents qui sont arrivés tard. Vous savez que voilà, beaucoup sont issus de l'immigration, sont venus peut-être vers 35, 40 ans, et pour eux, c'est pas évident d'être en phase avec le programme scolaire ici français
Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes-là qui me disent « Moi, mes parents sont largués ». Vous savez, je vais être direct, hein, clair et net. Hein. On ne doit pas se trouver des excuses. Je vais vous donner mon cursus personnel. À l'âge de 15 ans, 16 ans, 15 ans, j'étais au centre de formation à Lille. C'était centre de formation de football. J'étais prédestiné à devenir un footballeur professionnel. Ça, c'était en 1980, dans les années 90. D'accord? J'étais au centre de formation, j'étais interne. Donc, je venais de la région parisienne, je vivais dans le centre de formation dans le Nord. Donc, ça veut dire pas de parents. J'étais livré à moi-même au centre de formation avec l'obligation de poursuivre mes études. En même temps, je faisais sport-études. Vous voyez ce que ça signifie. Je suis sorti de là avec un bac, avec mention, sans pour autant avoir eu papa ni maman qui pouvaient m'aider à faire mes devoirs. Je pense que surtout la nouvelle génération, aujourd'hui, la nouvelle génération a Internet. Premièrement, avec Internet, vous pouvez retrouver les exercices, les corrections qui vont vous permettre au fait de vous entraîner déjà seul. Vous avez des bibliothèques qui sont là, qui peuvent vous trouver un endroit dans lequel vous pouvez vous poser et faire vos leçons, faire vos devoirs. L'autre possibilité, vous avez des amis dans la classe, il y a des amis qui comprennent peut-être plus facilement que vous. Il suffit de s'organiser. Moi, quand je suis revenu du Nord, je me suis retrouvé, j'étais éducateur spécialisé. Je faisais quoi? En même temps que je faisais mes études, je rassemblais les 2-3 amis de ma classe. On se retrouvait pour travailler nos cours, travailler nos leçons. D'où un qui est devenu mon ami, qui est parent de mes enfants, c'est lui qui est mon associé dans le cabinet d'expertise. Donc, pour ma part, en fait, je me dis, on ne doit pas se dire parce que mes parents n'ont pas étudié, mes parents ne parlent pas français. C'est bien sûr que ça aurait été plus facile d'avoir une mère ou un père qui a fait des longues études, ça serait plus facile. Mais dans la vie, on n'a pas toujours les choses au bon endroit, au bon moment. C'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras en se disant ben, c'est compliqué pour les parents. Oui, je le sais. Moi, je n'ai pas grandi avec ma mère. C'est pas pour autant que je ne suis pas équilibré. C'est quelque chose qu'il faut que les gens intègrent. Dans la vie, on ne doit pas se trouver des raisons. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Peu importe les difficultés qu'on a en France, peu importe qu'on se dit, ben, j'ai une famille nombreuse à la maison, j'ai pas ma chambre à moi tout seul. Quand on peut, quand on veut, on peut le faire. Et pour moi, c'est très important. En Afrique, là-bas, les enfants marchent des 5 km pour aller à l'école. Ici, c'est pas le cas. On a les transports, on se déplace facilement, on a des bibliothèques équipées, on a même des cours à distance, on a accès illimité à Internet. Donc aujourd'hui, la nouvelle génération a tous les moyens possibles pour atteindre son objectif. Moi, les fausses raisons, les fausses excuses, je ne les prends pas. Voilà. C'est pas facile, mais on assume, on avance. On va poursuivre dans les questions. Je tiens à saluer un auditeur. Il s'agit de l'artiste René Lecoy. Merci beaucoup. Je vois qu'il est connecté. Un grand merci vraiment pour votre soutien, Monsieur René Lecoy. Alors, Monsieur Desmuller nous dit, il n'y a pas de raison. Je veux aussi faire un petit clin d'œil à une personne qui est connectée, je ne citerai pas le nom, c'est un avocat qui, ce week-end, je l'ai eu au téléphone personnellement et on commence l'introduction en lui demandant comment il va, etc. Et là, il me dira qu'il est en train de prendre un peu de temps, de voilà, distraction, ça fait, c'est pas mauvais. Et là, il était en train de suivre en fait une certaine communauté qui, voilà, pour le déconfinement, s'est déconfiné, comme on peut le dire, en sorte de rencontre en plein air, de terrain très exactement, en train de voilà, montrer, exposer leurs vêtements de marque, leurs biens matériels, etc. C'est vrai que ça interpelle beaucoup parce que ces personnes-là sont aussi des parents, faut se le dire, dans le cadre de l'émission que je rappelle, investir dans l'éducation de nos enfants. Lorsque les enfants voient leurs parents comme ça, pour certains qui ne veulent pas travailler, pour d'autres qui préfèrent rester vraiment au minimum, c'est-à-dire je travaille 6 mois, le temps d'avoir peut-être des aides et je m'arrête, et que son parent vient lui dire « il faut que tu bosses, hein, il faut que tu bosses ». Mais lui, il voit ses parents ne pas bosser
ou dans des métiers, voilà, peut-être de confort, peut-être parce qu'arrivé, il n'avait pas d'autre choix, mais il se dit, mais voilà, moi je vois mes parents là, dans la oisiveté, en train de boire, de se réunir avec leurs amis, de faire les soirées. Pourquoi je devrais aller bosser? Pourquoi je dois me donner autant? Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui grandit dans cet environnement? Avant même de parler à l'enfant, je profite quand même, si certains parents ils ont là, les parents, quoi Oui, qu'il en soit, les parents servent d'exemple. Ils sont des exemples. Les enfants, quand ils grandissent, dès le bas âge, prennent pour exemple les adultes qu'ils ont face à eux. Ça, c'est déjà euh, la base. Donc, les parents doivent l'intégrer, que ce soit dans les échanges entre papa et maman, tout ça reste dans la tête des enfants. Le courage, la force de travail, l'importance que les parents mettent dans le travail, dans l'éducation, les enfants s'imprègnent de cela. Donc, il est important que chaque parent se rappelle cela, que nous sommes des exemples vis-à-vis de nos enfants. Après, je peux vous l'accorder, on n'a pas tous la même force de caractère. Il y a des enfants qui sont un peu plus fragiles, il faut le reconnaître, il faut essayer de les encadrer un peu plus. Vous savez, moi j'ai grandi dans les quartiers, je connu tout ce qui se passe dans les quartiers, c'est pas pour autant que j'ai dévié. Pourquoi? Parce que je suis aussi fait d'un caractère où vous pouvez être sans, vous me dites ça à gauche, moi je suis persuadé que ça à droite, j'irai à droite et je vous laisserai tous les 100 partir à gauche. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est aussi un caractère qui est inné. Maintenant, il faut se battre pour accompagner les autres enfants qui peuvent être tentés à un moment donné à être dans des avant de moments de parler des faiblesse. enfants, monsieur Day, excusez-moi de vous couper, Oui, je reviens encore parce que vous étiez sur les parents. Ces oui. parents, est-ce que vous entendez qu'ils sont arrivés vers 35, 40 ans et qu'ils estiment qu'ils n'auront pas de retraite? Est-ce qu'ils auront une retraite, ces parents-là? Parce que ils disent, comme j'aurai pas de retraite, ben, je vais pas me donner à fond, je vais pas aller muser le dos, muser le cerveau, puisque je n'aurai pas de retraite. Est-ce que c'est vrai que même Oui. arrivé à Au 30, fait, 35 ans, on n'aura pas de retraite? l'avantage, on est dans un pays qui est très social. Que vous D'accord? ayez cotisé ou non, il y a quand même le minimum, comme vous le savez, dès qu'on a 26 ans, ici en France, vous touchez à peu près 450 euros de Yes, RSA. Voilà. Travail, le pas RSA. travail, vous avez le RSA. C'est la même chose, vous aurez l'allocation vieillesse au moment où vous allez arriver à l'âge de la retraite. Donc ici en France, il n'y a personne qui peut se retrouver sans revenu. Mais malheureusement, pour ces parents-là qui ne prennent pas conscience que la fin de leur vie pourra être compliquée parce que pour avoir une retraite à taux plein, il faut minimum cotiser pendant 40 ans. Vous imaginez, il faut 40 ans d'activité en qualité de salarié pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. La plupart des personnes arrivent à 35 ans, 40 ans ici en France et malheureusement, ils n'auront pas de retraite à taux plein. Donc, je les encourage à investir parce que même si je ne suis pas pour aller dans le sens où on fait des enfants pour que les enfants nous aident plus tard, ça c'est la mentalité pour moi qu'on applique en Afrique, mais pas ici en France, que moi je ne valide pas. Moi, j'ai fait mes enfants, je dois jouer mon rôle de père, je dois jouer mon rôle de parent pour permettre à mes enfants de s'épanouir, que eux à leur tour s'occupent de leurs enfants. Ça, c'est déjà l'optique. Mais malheureusement, D'accord. on se retrouve dans une situation qui peut être compliquée parce que l'ancienne génération, elle est arrivée assez tard en France, n'a pas fait le métier même pour lequel ils étaient formés en Afrique. Ils vont se retrouver en difficulté dans les années à venir parce que la majorité commence à arriver à la retraite déjà et ils ne vont pas avoir, quand vous avez l'habitude par exemple de toucher 2000 euros et du jour au lendemain vous touchez une retraite de 800 euros, vous imaginez que votre train de vie va être divisé par deux. Donc, Yes. j'incite ces parents-là à faire en sorte que les enfants puissent faire des études, que demain, quand vous avez un enfant qui a fait des bonnes études, qui a un bon emploi ou bien même qui est opérateur économique, parce qu'il n'y a pas que les études, hein, on peut aussi être chef d'entreprise et gagner correctement sa vie, poussez vos enfants à s'épanouir sur le plan économique, ben, vous permettra demain, s'il vous manque un 200 à 300 euros à la fin du mois, que vos enfants puissent vous aider. Vous savez, je l'ai prédit, malheureusement, c'est des choses qui vont devenir encore plus graves dans les années à venir. Ça va faire des situations de séparation entre les familles. Les frères et sœurs qui sont arrivés il y a 50 ans, ils vont arriver à la retraite. Les parents qui ont pris soin
de leurs enfants pour qu'ils fassent de longues études, et l'autre sœur ou l'autre frère n'a pas fait le nécessaire auprès des enfants, ça crée de la jalousie dans les familles, ça crée des séparations dans les familles. Ça, il faut le voir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a certains qui se sont sacrifiés pour que leurs enfants puissent faire des études, puisque les enfants puissent être dans les bonnes conditions. Et malheureusement, d'autres ne l'ont pas fait et ça arrive, ben, ça crée ces histoires de jalousie et de séparation dans les familles. Alors, il y a Rin Kamak qui nous dit, Monsieur Day, Coach Day, oublie les défaillances du nouveau logiciel Parcoursup qui laisse certains bacheliers sans affectation pour la prochaine rentrée et ça fait 3 ans que ça dure. Alors, je pense que ça va en plus aller encore crescendo parce que comme on l'a dit en introduction, voilà, suite au confinement, les choses étaient compliquées. On a jugé les élèves par rapport aux 2 premiers trimestres avant que l'école, voilà, l'État, le gouvernement prenne la décision de stopper toute activité, dont les écoles, ce qui a fait qu'il y a eu un taux, ça a été le meilleur taux, je crois, depuis la création du bac, par exemple, 95% de réussite. Donc là, elle nous parle du logiciel Parcoursup, je crois, qui permet les inscriptions en études supérieures. C'est bien ça? Vous connaissez un petit peu? Oui, je connais un peu le système. J'ai même l'impression que c'est devenu une loterie, en fait. C'est-à-dire que tout le monde envoie ses dossiers à l'école et on va tirer au sort un certain nombre. Dès que le nombre est atteint, on ne prend plus personne. Est-ce que ça a été fait pour discriminer certains étudiants? Honnêtement, j'en sais rien et je ne valide pas ça. En fait. Des notes, voilà. Des premiers inscrits je ne maîtrise pas le détail, comment ils choisissent cela. Et honnêtement, je pousse les étudiants, les bacheliers qui se retrouvent dans ces situations-là, à se regrouper et aller se présenter auprès du ministre de l'Éducation. Il faut manifester parce que je ne comprends pas. On est un pays où il y a les moyens, où c'est dit clairement éducation pour tous. Comment on peut se permettre que pendant 2 ans, 3 ans, laisser de côté des personnes qui ont envie d'étudier? Je ne comprends pas en fait cette politique-là qui a été mise en place. Est-ce que c'est fait exprès pour éliminer certains bacheliers? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit. Donc chaque année, il y a des élèves qui sont mis au carreau. Oui, tout à fait, parce que les places sont limitées. Et je ne comprends pas. Si on sait qu'il y a plus de bacheliers, ben dans ce cas-là, il faut absolument faire en sorte de créer des universités pour que tout enfant qui a envie de faire des études supérieures puisse le faire. Et quand la section qu'ils ont souhaitée n'est plus disponible, est-ce qu'ils ont possibilité de se rabattre sur une autre section? Ben, je pense que quand on leur fait des propositions, il y a le premier choix, deuxième choix et sûrement le troisième choix. Donc, quand le premier choix ne passe pas, vous rebondissez sur le deuxième choix. Et en plus, quand vous choisissez la Sorbonne, les meilleures écoles, on a l'impression, encore une fois, qu'ils choisissent les gens qui les ressemblent et ils laissent un peu de côté les autres. Et c'est cette injustice-là qui, à un moment donné, qui est difficile à accepter, mais ce n'est pas le tout d'en parler qu'entre nous. On doit faire du bruit, on doit manifester, on doit le faire savoir. En tout cas, chers étudiants, chers parents d'étudiants, moi, je souhaite vous donner la parole. Si vous avez des difficultés avec ce logiciel Parcoursup, s'il y a des enfants qui n'ont pas trouvé d'établissement, essayez de nous contacter, essayez qu'on voie qu'est-ce qu'on peut monter comme collectif, qu'est-ce que vous avez mis en place. Je sais qu'il y a pas mal de groupements de collectifs d'étudiants aussi, des parents d'élèves. Est-ce que les enseignants aussi vous soutiennent dans cette démarche? Dites-nous où sont en est, Rinka, et du coup, qu'est-ce qu'ont dû faire vos enfants pendant ces 3 ans? Est-ce qu'ils ont été malheureusement obligés de travailler en attendant? Est-ce que ça a été des années sabbatiques? Nous, on attend ton retour. N'hésite pas à te connecter. Bonsoir, William. Bonsoir. On va poursuivre toujours sur cette responsabilité des parents parce que j'estime qu'ils ont quand même une grande place dans la scolarité de leurs enfants. Voilà, je vous disais, Monsieur Coach Day, que le confinement a été assez particulier, assez compliqué pour les parents de pouvoir, voilà, pour ceux qui étaient en télétravail, gérer le télétravail. Il y en avait qui étaient en temps partiel, donc ne travaillaient pas pour le moment. Et il y avait les devoirs de ces enfants. Comment faire pour pallier comme ça à cette scolarité quand on n'y comprend rien? Quelles sont vos clés par rapport à ces parents qui sont perdus? Je reviens vraiment dessus parce que cette question m'a été encore posée.
Au fait, quand j'analyse bien, quand les enfants dans les différents quartiers, là où les gens grandissent, il y a quand même des soutiens scolaires qui sont organisés. Parce que moi-même, j'ai été éducateur, je faisais de soutien scolaire dans les différents quartiers, à Bondy comme à Neuilly-sur-Marne. Ben, il D'accord. faut que les enfants déjà participent un peu auprès de ces associations-là qui font du soutien scolaire pour les enfants. D'accord? Après, souvent, on dit que les parents n'ont pas les moyens. Des fois, je ne comprends pas moi-même. Je vois certains parents, bah, ils ont des sacs de luxe, ils veulent la dernière télé à la maison. Or, vous pouvez aussi, à un moment donné, bah, vous priver un petit peu, mettre un peu d'argent de côté pour payer un élève qui est à l'université, qui peut venir donner des cours de maths à vos enfants pour pallier votre défaillance. C'est des choses D'accord. qui sont possibles. Aujourd'hui, vous avez envie que vos enfants apprennent l'anglais. Si vous avez des familles en Angleterre, éventuellement, vous pouvez les faire voyager pour qu'ils aient au moins un mois chaque été pour au moins apprendre l'anglais au fur et à mesure. Je pense que si on peut, vraiment, je parle, hein, si on peut, si il y a le choix à faire entre avoir la dernière télé à 1800 euros et avoir une télé classique à 600 euros. Ben, prenez la télé à 600 euros, le différentiel, investissez-le dans les études de vos enfants. Vous aimez les paires de Weston, ben, au lieu d'en avoir 5 ou 6, si vous en avez une ou deux, ben, les trois autres, l'argent des trois autres, mettez-les dans l'éducation de vos enfants. Voilà, il y a quand même un moment donné, je dis souvent, en fait, nous sommes nos choix. Et nos enfants seront aussi à la base les choix que nous, on souhaiterait pour eux et ce qu'eux aussi vont vouloir pour eux. Donc, on peut essayer. Maintenant, si malheureusement, financièrement, c'est vraiment compliqué, ben, il faut se reposer sur les grands frères. On a aussi maintenant des membres de la famille qui ont fait des études. Et de temps en temps, il faut que les membres de la famille aussi participent. Ils peuvent venir un week-end voir son neveu ou Oui. sa nièce ou son cousin, donner un petit coup de main pour que ben, chacun puisse avancer dans ce sens-là. Je pense que vous vous rappelez au Congo, souvent les oncles, les grandes-tantes qui avaient un peu les moyens, c'est eux qui payaient les études aux enfants des frères et Ah sœurs oui? qui n'avaient pas les moyens. Mais ici, on peut aussi faire en sorte que ben, le frère qui a réussi, le cousin qui a réussi, il peut aussi aider ses neveux et nièces à payer des professeurs, des étudiants pour leur permettre un peu ben, d'améliorer un peu leur éducation. Superbe. Alors, nous avons Karine Makwenda qui nous a rejoint. Karine est voilà, elle va se présenter. Karine, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est bon, je vous entends. J'ai du mal à me Voilà. connecter. C'est même ma fille étudiante qui m'a aidée, hein, parce que je ne connais rien du tout. Ben voilà. Je voulais rentrer On plus a tôt. On a besoin de nos étudiants. Alors, Voilà. Karine, déjà, merci d'avoir accepté comme ça en dernière minute d'être parmi notre panel. Donc, tu as vu la thématique, investir dans l'éducation de nos enfants. On a vu tes réactions. C'est toi qui nous as un peu mis la sonnette d'alarme concernant un parcours. Mais peux-tu te présenter, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, combien as-tu d'enfants, pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que toi, tu me connais très bien. En vérité, c'est la famille, d'accord? Bon, non, en fait, oui, je suis Karine Makwenda. J'ai 41 ans, je suis mère de 4 enfants. Et ma fille aînée, Eva Flore, va avoir 21 ans aujourd'hui. Et donc, elle a eu son bac il y a déjà maintenant 3 ans. Et à l'époque où elle a eu son bac, en fait, c'était la première année où ils avaient mis ce fameux logiciel-là de Parcoursup. Donc, ils faisaient une sélection, je ne sais pas, différente pour justement dispatcher les élèves, par rapport à leurs demandes et tout ça, D'accord. de ce qu'ils avaient proposé, de leurs demandes, ce qu'ils avaient fait. Et Eva, en fait, elle s'est retrouvée c'était en 2017. Elle s'est retrouvée donc avec un bac en poche en 2017, mais sans affectation pour septembre 2017. Elle avait demandé des BTS, des IUT, tout ça et tout dans la spécialité qu'elle voulait faire. À l'époque, c'était tourisme, marketing, tout ça. Et comme elle sortait déjà d'une école privée, donc elle n'était déjà pas prioritaire. On m'avait expliqué déjà que Parcoursup, c'était pour les enfants déjà du public. Donc, si déjà tu avais fait le lycée lycée privé, donc tu étais déjà pas prioritaire. On m'avait expliqué ça comme ça. Et donc, on a attendu, puis je me suis rendu compte qu'on était arrivé à la Toussaint. Donc là, on est en octobre 2017 et ma fille ne va toujours pas à l'école. Sachant que moi, j'avais déjà payé pendant 3 ans des études pour ma fille. Donc, forcément, je me projetais pour Eva
à des études supérieures. Sinon, j'aurais jamais payé de la seconde à la terminale des études supérieures. Donc, j'étais vraiment déçue. Et en fait, la seule alternative que j'avais eue, si je ne voulais pas que ma fille fasse une année sabbatique, sachant qu'elle était encore mineure, parce que ses 18 ans révolus, elle les avait que en décembre 2017, c'est ça, ouais. Donc, elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait rien faire, il fallait qu'elle reste à la maison. C'était vraiment très, très compliqué. Ce que j'ai fait, je l'ai inscrit dans une école privée pour qu'elle puisse faire son BTS. J'ai pas eu droit à la bourse parce que son père et moi travaillons. Donc, moi, je suis infirmière de profession depuis déjà plusieurs années. Donc, j'ai un salaire qui est, on va dire, à peu près correct. Son père aussi travaille. Donc, elle ne peut pas être boursière. Des fois, il suffit d'avoir 1 euro de plus par rapport à leur seuil. Et puis, voilà, les enfants, ils ont droit à rien. C'est comme la CAF et tout ça. Oui. Et ensuite, donc, elle a bien fait ses 2 ans d'études dans une école à Paris. Une école, oui, renommée, voilà, avec un bon taux de réussite. Je m'étais renseignée. Ça m'a coûté quand même un peu plus de 10 000 euros. Hein. Les 2 ans d'études, ça m'a fait 12 et 15 000 euros. C'est de l'argent que je n'avais pas. Donc, que j'avais de côté, qui n'était pas forcément mis pour ça. Et je n'avais pas assez. Donc, j'ai dû travailler plus. Alors, heureusement pour moi, je suis infirmière de profession. Comme tu sais, nous, les gens du paramédical, on peut travailler jusqu'à ce qu'on s'épuise, en fait. On peut travailler jour et nuit. Ça nous fait des heures supplémentaires et tout ça. Voilà, de l'argent en plus. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour que Eva puisse, en fait, intégrer cette école et finir ses 2 ans d'études. Malheureusement pour moi. Malheureusement pour moi, je ne sais pas si c'est des enfants qui sont trop gâtés ou je ne sais pas, qui n'ont pas conscience, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, elle n'a pas validé son diplôme. Elle a raté à 9,60 et quelques. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de redoublement quand on est dans une école privée. Si tu veux que l'enfant redouble, en fait, il faut repayer une année. Et moi, ce n'était pas possible. Et Eva venait d'avoir, elle a 20 ans. Donc, je lui dis clairement. Si, elle s'est inscrite en candidat libre, mais alors, il faut savoir que pour le BTS, il n'y a pas de rattrapage comme pour le bac. Il n'y a pas le rattrapage 2 ou 3 jours après ou une semaine après. Non. Le rattrapage du BTS, c'est l'année d'après. Voilà. Donc, il faut trouver une solution pour l'année où il n'y a rien, l'année blanche. D'accord. Donc, Eva, elle va avoir ses 20 ans. Je lui ai expliqué clairement, écoute, ma fille, tu vas rentrer directement dans la vie active. Dans la vie active. Tu vas travailler parce que moi, je n'ai plus la force ni les moyens, en fait, de te payer cette année supplémentaire pour que tu puisses obtenir ton BTS. Donc, oui, elle est partie prendre un CDI et là, depuis, elle travaille. Et bon, avec la situation actuelle, tout a été donc chamboulé. Elle aurait dû repasser son examen avec les autres, là, je ne sais pas, en juin, en mai, elle avait des épreuves. Oui. Mais bon, tout a été tout de suite, en fait, parce que j'ai remarqué que les enfants, aujourd'hui, à l'école, en fait, on leur apprend, effectivement, on va dire tout ce qui est culturel, tout ce qui est matière générale, tout ça, mais on ne leur apprend pas forcément à se projeter dans un métier. Il y a beaucoup de métiers en plus aujourd'hui qui existent. À l'époque, nous, ça n'existait pas. On était on faisait soit du droit, soit on faisait de la médecine, soit on faisait du secrétariat pour ceux qui voulaient pas aller plus loin. On faisait de l'informatique. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup diversifié en fait. Ah oui, ça s'est tellement diversifié. Donc, j'ai l'impression même que les enfants sont perdus. Un enfant de 3e, si on lui demande clairement qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, je pense que sur 100%, il y en a peut-être que 50 qui pourront vous dire clairement. Et encore, ces 50-là, c'est des gens qui pourront vous parler de métiers vraiment reconnus, tels que oui, je vais être infirmière, je vais être médecin, je vais être avocat, je vais être pilote d'avion, mais sans savoir forcément ce qui les attend derrière. C'est déjà en fait une vocation. Et on sait peut-être que ces enfants vont se donner les moyens de le faire parce que c'est un rêve de gosse. Est-ce que de son parcours en BTS, dans cette école privée, elle a eu à faire des stages? Oui, elle a fait des stages. Elle a fait des stages. Comment ça s'appelle? La qualité de l'enseignement était vraiment pas mal. Ils étaient bien suivis. C'est pour ça que bon, j'étais pas très contente quand même à la fin qu'elle n'ait pas eu son examen parce que vraiment, elle avait des professeurs bien présents jour et nuit. Il y avait des conférences qui se faisaient même en dehors des cours, même le week-end. Il y avait des sessions pour ceux qui n'avaient pas bien compris certains cours. Enfin, voilà. Vraiment, je ne sais même pas si à la fac, ils font tout ça. Moi, j'ai fait un bref passage à la fac avant de faire mes études de médecine. Je sais qu'on pouvait aller à la fac si on voulait. Et si tu ne voulais pas aller à l'école, tu n'y allais pas.
c'était toi et ta motivation. Alors que là, non, à l'école privée, les enfants sont en BTS, ils sont majeurs, mais on vous appelle pour vous dire non, votre fille ne s'est pas présentée au cours, voilà, aujourd'hui. Voilà. Enfin, voilà, ça reste un peu quand même bien cadré. Je vais te redonner la parole, Karine, dans quelques secondes. Juste le temps de laisser à monsieur. Juste pour préciser aussi qu'à l'école privée, nous sommes des clients, on paye. Donc, les enseignants qui y sont, enfin les professeurs, je pense qu'ils en sont conscients aussi. Donc, peut-être qu'ils se donnent plus aussi par rapport à ceux qui sont à l'université. Je ne sais pas, je me dis ça aussi, peut-être. C'est une réalité, oui, c'est une réalité. C'est une réalité, monsieur Desmuller dit. Est-ce que, monsieur coach Desmuller, vous comprenez la frustration de cette maman qui a investi pendant 3 bonnes années dans l'école privée de ses enfants, qui s'est donnée à fond, qui a dû travailler même plus pour pouvoir, voilà, payer ses études à sa fille alors qu'elle en avait encore des autres derrière. Vous avez déjà entendu ce genre de cas de parents qui, voilà, investissent vraiment, cassent la tirelire pour l'étude de leurs enfants? Oui, ben c'est pour ma part, c'est une bonne chose. C'est des parents responsables. Vous savez, madame, elle est infirmière, elle a fait des études. L'objectif, on a envie que quand nous, en tant que parents, on franchit un palier, il faut que les enfants se donnent l'objectif d'aller encore plus haut. Et c'est la difficulté est là. La difficulté est là par rapport à nos enfants qu'ils arrivent à comprendre cela. Parce que c'est pas pour nous, c'est pour eux. Moi, aujourd'hui, là où je suis arrivé, ben, j'ai envie que mon enfant soit capable de rêver encore plus en disant, ben, demain, je vais être le président de la République, qu'il puisse le faire, qu'il puisse avoir cette opportunité-là. Mais je ne sais pas, la niaque que nous on a, cette faim, cette soif de réussite, des fois, je ne sais pas, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué à transmettre ça à nos enfants. Mais c'est aussi des fois un problème parce que nous, il y a certaines choses qu'on n'a pas eues, qu'on leur donne. Eux, ils ont ça, ils s'installent dans le confort, ils ont tout. Et c'est difficile pour eux de se motiver à aller chercher encore plus parce qu'ils disent, ben, de toute façon, on vit dans le confort, papa et maman ont fait. Et l'objectif, il doit plutôt utiliser ce confort-là pour encore aller chercher plus haut. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et la En tout preuve cas, en je est, tiens madame d'abord à s'est vous sacrifiée. féliciter. Je tiens à la Comment? féliciter parce que vous Oui, la moi voyez aussi. là, mais c'est une femme, voilà, très battante, combative avec toute cette grande famille. Pendant le Covid, elle n'a pas cessé de travailler. Je sais qu'elle était usée, fatiguée avec tous ces cas. Malheureusement, elle m'a exposé tout ce qui se passait semaine après semaine. Mais là, ce soir, elle est parmi nous et puis elle vient parler d'un autre combat qui est les enfants, leurs études. Et coup de chapeau vraiment, Karine, parce que ça n'a pas dû être évident. Elle travaille de nuit, après il faut rattraper avec les enfants, le mari, les devoirs. Vraiment un grand coup de chapeau. Mais monsieur Day, est-ce que vous comprenez quand même, je rappelle encore sa frustration du fait que 3 ans d'années d'études dans le privé, 3 ans d'années d'études et au final, pas le diplôme, mais aussi pas le métier à peu près voilà, qu'elle souhaite et elle est partie choisir un emploi pour faire un emploi. Mais il y a déjà une première frustration, c'est l'État. L'État aujourd'hui, en changeant le système d'admission au niveau de l'université, c'est déjà un frein. Voilà, c'est un frein à l'évolution de nos enfants qui ont envie de faire. Maintenant, ça demande aux parents encore plus de préparer une bourse à côté pour pouvoir euh, financer les études. Maintenant, c'est à nous aussi de responsabiliser nos enfants. Parce que quand maman et papa se battent durement, elle le voit quand même. C'est des fois, c'est ça qui me dépasse, au fait. Les enfants, sa fille a bien vu que maman travaillait dur, même pendant la COVID-19, parce que moi, dans mon métier, je côtoie des infirmières libérales, donc je connais exactement votre métier, je sais ce que vous endurez, je sais que c'est pas facile. Parce que les gens ne s'imaginent pas, on dit infirmière, ça gagne bien. Oui, ça gagne bien, mais à quel prix du sacrifice? Quel prix? C'est vraiment un métier très, très difficile. Très, très difficile. J'ai vraiment conscience de ça parce que si vous n'êtes Maman pas là, s'est donné à fond pour tout à payer fait. plus de 10 000 euros l'école de sa fille. Et C'est cette ça. déception, ça aurait été en public, je pense qu'elle n'aurait pas eu la même déception, mais là, ça Là, fait il y a de mal. l'argent qui est sorti en plus, il y a 10 000 euros, et derrière, il y a encore les 3 sœurs qui sont là. Il faut vraiment travailler, prendre le temps vraiment de discuter avec les enfants,
Mais c'est vrai que c'est pas facile avec Internet, les téléphones, les réseaux sociaux. Les enfants sont tirés vraiment vers la facilité, vers la rapidité. Or, la vraie vie restera la vraie vie. Demain, nous, on ne sera plus là. Moi, je dis souvent à mes enfants, surtout à mon premier garçon, je dis demain, hey, tu as 15 ans, dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, tu vas avoir un enfant, il va dire, papa, je vais à un vélo. Si tu n'es pas dans la capacité de payer le VTT à 300 euros, à 400 euros, moi, je ne serai pas là. C'est toi qui devras assumer ta responsabilité. Nous, on t'a mis à l'aise. C'est à toi de te battre pour demain mettre à l'aise tes enfants à venir. Je tiens vraiment un discours clair comme ça aux enfants. Mais on ne peut rien faire de plus, hein. C'est à eux de déclencher ça en eux pour aller chercher le meilleur. Yes. Il y a Monsieur Mireille William, un intervenant que nous saluons, qui est souvent parmi notre panel préférentiel. Il trouve que l'alternance est un bon moyen d'apprendre au niveau des études et de la pratique pour la projection dans un emploi. Est-ce que ça vous plaît, ce combiné, Monsieur Desmuller, de l'alternance, un peu dans le monde de l'entreprise, un peu voilà dans l'école, la pratique et la théorie et la pratique? Oui, moi, je suis à 100% d'accord avec ça. Théorie, pratique, parce que c'est quand on sort de là, on a déjà des compétences, des vraies notions dans le métier. On peut être embauché n'importe où. Maintenant, la grande difficulté, vous le savez comme moi, c'est pouvoir avoir accès à une entreprise. Et c'est là que je pousse la communauté afro à créer des entreprises. Parce que quand on est chef d'entreprise comme nous, on peut être comme je suis, je peux plus facilement donner l'opportunité, la possibilité aux autres de venir en alternance, de venir en stage. Et on ne laissera plus le choix aux autres de choisir pour nous. Il est important de voir il faut monter tout ce système-là, en fait. S'il y a des patrons afro, ils vont faciliter aussi l'accès à l'emploi, l'accès à l'alternance à ces étudiants qui souhaitent faire de l'alternance. Vous savez, même un stage, c'est difficile à trouver parce que vous vous rappelez, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion. Aujourd'hui, nous, on est une nouvelle génération. On doit faire en sorte à la fois d'avoir des gens dans tous les domaines, que ce soit comptabilité, chez les juristes, dans n'importe quel type d'entreprise. On doit aussi avoir des opérateurs économiques qui vont donner accès aux enfants qui souhaitent faire de l'alternance et avoir un patron à la clé. D'accord. Non, mais c'est très important de le rappeler, ça. Je vois pas mal d'interventions. Je vais lire quand même quelques témoignages. Monsieur Jean Didas qui dit qu'il faut rappeler la dislocation de nos familles est aussi un problème. Un enfant a plus de chances de réussir dans ses études en vivant avec ses deux parents. Les divorces, les séparations causent aussi des échecs. J'ai des neveux qui expliquent leurs échecs scolaires par la séparation de leurs parents quand ils étaient encore petits-enfants. Avant de vous donner la parole, Monsieur Day, je vois Karine réagir. Karine, tu es d'accord avec ça? Ah, tout à fait, hein, tout à fait. Cette ambiance familiale peut jouer dans la scolarité des enfants? Ah, bien sûr, il faut un équilibre déjà à la maison pour que l'enfant puisse être concentré sur ses études. Et puis surtout, il faut un son de cloche commun dans la maison, qu'ils comprennent bien que papa et maman comptent sur toi, en fait. C'est pas je vis chez maman, maman elle est très étude et tout, et puis quand je vais chez papa, bon ben papa, lui il me prend pas la tête avec ça. Enfin, déjà rien que ça, c'est vrai que ça peut vraiment tout perturber, hein. Ça peut tout perturber. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie à la maison par rapport à ça. Et bon, après, il y a les parents divorcés, mais il y a aussi les familles recomposées. Après, quand on dit parents, je parle de ce qui est la personne qui représente le statut parentaire. Ça peut être une belle-mère ou un beau-père, mais qui est très investi dans l'éducation de l'enfant. On demande, entre parenthèses, quel était le BTS qui était en train de faire Eva Flore? Eva Flore, c'est un BTS tourisme. Tourisme, et en plus, pour vous dire, hein, ils sont largués parce que tourisme, là, elle veut maintenant. Bon, je fais un témoignage pour moi, mais à travers Eva, je parle de beaucoup d'autres jeunes. Hein. Je sais que je ne suis pas la seule. J'ai parlé avec beaucoup de mamans, j'ai parlé avec beaucoup d'amis d'Eva. Donc, c'est une génération vraiment pour qui c'est compliqué. Et donc, oui, c'était un BTS tourisme.
Après, moi, je trouvais que le tourisme n'avait pas forcément beaucoup de débouchés, mais c'est ce qu'elle voulait faire. Et puis, mais après, demande-lui quel métier elle veut faire après, elle ne sait pas. Elle sait qu'elle veut poursuivre et faire une licence marketing, je ne sais pas quoi, additionner à ça. En fait, voilà, c'est des passerelles, pour faire quoi à la fin, je ne sais pas exactement. Eva va avoir 21 ans au mois de décembre, mais il faudrait que je lui pose la question, quel métier tu veux faire, Eva? Voilà. Peut-être qu'elle sera aujourd'hui, voilà. Non, parce que voilà, le plus important, c'est pas d'avoir des diplômes. Il faut en faire quelque chose. C'est pour ça que je dis que maintenant, ça m'a donné quand même une expérience. Derrière Eva, il y a 3 autres enfants. Vous voyez, par exemple, celle de 13 ans, je l'ai déjà dit. Je pense que tu vas faire des études sanitaires. Ah oui, mais maman, si ça ne me plaît pas, même si ça ne te plaît pas, tu vas essayer d'abord, tu vas voir, tu vas faire ce cursus-là, tu auras ce diplôme-là, qui est sûr, parce qu'avec ça, je sais que tu pourras au moins travailler. Et si ça ne te plaît pas, eh ben, franchement, tu vas faire ton CAP pâtisserie ou je ne sais pas quoi, ton CAP coiffeuse si tu veux, mais au moins, tu auras un diplôme reconnu, je veux dire, en France, dans l'État, et tu peux travailler en tant qu'infirmière. Infirmière, c'est pas juste comme moi dans les services. On peut faire infirmière anesthésiste, on peut faire infirmière péricultrice, on peut travailler en crèche, être directeur de crèche, on peut travailler dans les écoles, être infirmière scolaire. Enfin, il y a beaucoup de panels. Bon, je vais poser la question à notre coach par rapport à votre expertise. Est-ce que c'est une bonne méthode d'inciter un peu les enfants, de leur imposer, c'est même plus inciter, à suivre une certaine filière parce que là, ça recrute, parce que on a peur que notre enfant soit au chômage par rapport, comme elle a dit, au débouché final du diplôme choisi. Oui, pour moi, les parents, on doit servir de guide, hein. C'est nous. Nous sommes censés savoir un peu les débouchés, l'avenir au niveau des emplois. L'idéal, c'est que ce qu'on peut proposer à l'enfant soit en accord avec ce que l'enfant souhaite faire. C'est vraiment l'idéal parce que quand vous obligez un enfant et ce chemin-là, il veut absolument pas en entendre parler, je pense pas que vous en tirerez le meilleur. Mais c'est quelque chose qu'il faut discuter avec les enfants. Vous le faites asseoir, vous dites, ben, regarde, le médical, c'est ça. Ça permet quand vous travaillez, c'est assurer emploi à vie. Vous pouvez aller vivre au Canada, au Congo, n'importe où, vous aurez un emploi. L'informatique, c'est la même chose, c'est la même codification. Voilà, il faut vraiment expliquer à l'enfant et voir un peu sa réaction. Et à la fin, il faut lui dire, moi j'ai eu par exemple quand j'étais animateur, j'ai eu un jeune qui voulait absolument faire, comment dire, designer de véhicules. La première question que je lui ai posée, je lui ai dit, ben, écoute Yacine, tu veux être designer de voiture. Il y a combien de personnes il y a combien de marques qui existent ici en France? Il m'a cité, en France, on avait Citroën, Peugeot et Renault. À peu près dans ces genres de services-là, il y a maximum 200 personnes qui travaillent pour les différentes entreprises. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des faibles débouchés dans ce secteur d'activité. Il faut vraiment que tu sois excellent pour pouvoir prétendre à ce poste-là. Il faut vraiment être clair avec les enfants, leur exprimer les débouchés et derrière les accompagner. Parce que si vous laissez aussi l'enfant libre cours, ben, l'enfant, il va vous sortir, ben, j'aime bien ce métier-là, mais vous le savez, par exemple, ce métier-là, dans 15 ans, ce métier-là ne va pas exister. À quoi bon le laisser aller dans ce domaine-là? Donc, il faut essayer de trouver un métier qui va lui plaire, en discuter et être en accord entre vous et votre enfant. Là, il y aura la réussite garantie. D'accord, très très bien. Je vois un témoignage très rapidement, enfin un message pour Karine. Ton témoignage, bien que personnel, comme tu l'as dit, regroupe les difficultés, regroupe que de nombreux autres parents de bonne volonté ont malheureusement rencontré dans leurs efforts de préparer la vie de leurs enfants. Monsieur Day, j'avais posé une question à Karine, je vais aussi vous la poser. Est-ce que selon vous, les difficultés familiales que peuvent avoir les parents, des familles recomposées, des familles séparées, des familles monoparentales, le divorce, etc., peut jouer sur les études, la concentration des études de nos enfants? Oui, ça peut jouer. Après, je vous dis, tout dépend de l'enfant. Moi, je suis
issu d'un enfant de divorce. Je suis arrivé en France, j'avais 8, 9 ans. Ma maman chérie était restée au Congo. Donc, je n'ai pas eu l'affection maternelle, quelqu'un où je peux aller faire les gna auprès de la maman. Je n'ai pas eu à faire ça. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas réussi mes études. Vous voyez, ça dépend vraiment des caractères de chaque enfant. Moi, je ne veux pas mettre en fait, tous les enfants dans le même sac. Moi, depuis petit, j'ai toujours dit, je veux réussir ma vie. C'est moi. On ne m'a pas poussé. Il n'y a jamais mon père ou la mère qui s'est assis à côté de moi pour m'aider à faire mes devoirs. Tout ça, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu. Et pour autant, j'en suis arrivé là où je suis avec cette modeste réussite. Mais il y a d'autres enfants qui ont besoin d'encadrement. Il y a d'autres enfants qui peuvent être affectés par les séparations, qui peuvent être affectés, qui jouent après, vous savez, comme on a dit, quand il y a des parents divorcés, et ils jouent un peu ce rôle-là, ils vont chez maman, ça pleure chez maman, ils viennent chez papa, ça pleure là. Donc, c'est aussi un jeu des enfants. Il faut faire très attention à ça. Et les enfants fragiles, parce qu'on n'est pas tous pareils, parce que souvent les gens l'oublient. On a tous des caractéristiques vraiment différentes et il faut en prendre considération. On ne dit pas nos enfants de la même manière, on ne leur parle pas de la même manière. Vous verrez bien que parmi vos 4 enfants, chacun a sa façon de voir la vie, chacun a sa façon de concevoir la vie. Donc, c'était aussi à vous, en tant que parents, de vous adapter. Il y a certains enfants qui n'aiment pas la pression. Donc, avec cet enfant-là, vous n'allez pas lui mettre la pression, vous allez plutôt le cajoler, être plutôt à l'écoute. Il y a d'autres enfants, il faut les challenger. C'est des compétiteurs au nez. Donc, lui, il faut lui dire, ben, écoute, moi, si tu me ramènes un 18, tu auras ça. Ou voilà, il faut vraiment essayer d'étudier vos enfants, savoir quel enfant vous avez mis au monde, parce que vous êtes parents comme moi, vous le savez très bien, les 3 ou les 4 ne se ressemblent pas du tout. Donc, vous êtes obligé de vous adapter par rapport aux enfants et de trouver la meilleure formule pour en tirer le meilleur de chaque enfant. D'accord. Je vais revenir sur cette question parce que nous sommes en train d'avancer dans le cours de l'émission. On va bientôt devoir rendre l'entrée. Quels sont les clés, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux parents concernant cette thématique que je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, investir dans l'éducation de nos enfants. Si un parent n'arrive pas à financer soi-même, ou comment bien préparer déjà les études de ses enfants. On voit que Karine, étant infirmière, au moment où son enfant a dû rentrer en école supérieure, en école privée, elle a commencé à bosser dur à ce moment-là précis. Moi, de ce que je comprends, n'avait pas d'économie avant, mais de par son travail, a bossé dur pour pouvoir payer les études. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité de cumuler les heures de travail, est-ce qu'il y a une possibilité de le faire déjà en amont? Comment on peut faire, parce qu'on a plusieurs enfants, on travaille, mais quels sont les conseils que vous pouvez nous donner en tant que parents? En fait, le premier conseil, c'est simple, apprendre à épargner pour les enfants. Quand votre enfant vient au monde, ouvrez un compte épargne auprès de votre banque. Ceux qui peuvent mettre 10 euros, ils mettent 10 euros. Ceux qui peuvent mettre 20 euros, 50 euros, 100 euros par mois, faites-le. Et cet argent-là, vous le laissez bloquer jusqu'à leur majorité. Qui dit majorité, normalement, c'est à ce moment-là qu'ils ont le bac. Quand ils ont le bac, la somme qu'il y aura déjà dans le compte bloqué pour cet enfant-là peut vous permettre de juste compléter pour financer les études s'il y a besoin de financer les études. J'ai bien dit, il y a des études qu'on peut faire sans pour autant payer. Mais ça va être de plus en plus dur parce que c'est pour ça que vous voyez les grandes écoles, les écoles de commerce, elles sont payantes parce qu'elles garantissent à la sortie un emploi quasi sûr. Mais il faut débourser 10, 15, 20 000 euros par an pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études pour s'assurer de cela. Ce n'est pas donné à tous les parents, il faut s'en rendre compte, c'est une réalité. Vous n'allez pas non plus vous priver de manger ou de vivre pour pouvoir faciliter les études des enfants. L'objectif pour moi, un parent doit faire le maximum pour faire monter d'un niveau ses enfants. Et peut-être que les études que vous avez souhaitées pour vos enfants, ça sera les études pour vos petits-enfants. Donc, il faut rester aussi avec cet esprit logique, ne pas non plus se mettre une corde au cou pour absolument mettre l'argent de côté et ne plus vivre et que les enfants n'aient plus de goûter, que les enfants ne puissent pas aller en vacances. Ce n'est pas non plus la meilleure idée. Donc, il faut un juste milieu dans tout ça. Équilibrer toutes choses.
Et Tout à fait. sinon, est-ce que la bourse est attribuée à tous les élèves? Parce qu'il y a des parents qui peuvent se dire, moi j'attendrai une fois à l'université, je ferai une demande de bourse. Oui, parce que les parents qui disent qu'ils ne gagnent pas très bien leur vie, normalement, il y a une bourse. Ben, des fois, c'est difficile, comme elle a dit la dame, Madame Karen, à cause de 1 euro, 2 euros que vous dépassez, vous n'avez pas le droit à cette bourse-là. Mais tout est possible. Après, je vous le dis aussi, si les enfants, on peut faire en sorte qu'ils n'aillent pas travailler et continuer leurs études sereinement, c'est la meilleure solution. Mais malheureusement, si les parents n'ont pas les finances, ben, l'enfant, il peut aller travailler. Faire des petits jobs d'été. Voilà, il va travailler pendant un mois, il met le salaire de côté parce qu'il sait qu'il aura des études à payer dans 5 ans. Mais vous pouvez pousser votre enfant à aller travailler ou bien faire des petits, voilà, les jobs d'été ou bien travailler le week-end pour cumuler un peu d'argent à mettre de côté pour préparer son avenir. Ça aussi, c'est nécessaire. D'accord, donc ça, c'est aussi le nécessaire. Je devais aussi avoir une conseillère en banque. On avait aussi des banques se spécialiser dans l'offre de prêts pour les étudiants. Est-ce que ça, c'est aussi une solution ou c'est trop onéreux? Est-ce que ça a une durée quand même de courte durée? Parce qu'il faudrait pas que ça, ce prêt continue à être remboursable jusqu'au premier achat du bien immobilier, au mariage, etc. Est-ce que ces prêts-là sont assez raisonnables en termes de taux pour les Oui, étudiants? au niveau du taux, ici en France, on est encore dans les meilleures conditions. Si vous connaissez un peu, aux États-Unis, les étudiants empruntent, ils commencent à rembourser au moment où ils sont en situation d'emploi eux-mêmes. Les crédits durent peut-être pendant 10 ans. Ici en France, emprunter 15 000, 20 000 pendant 5 ans, on peut rembourser à peu près 250 à 300 euros par mois. C'est une bonne chose. Les parents peuvent le faire pour leur enfant. Donc, c'est pour ça qu'il est important. Ben, vous savez, quand vous avez un enfant, il a 1 an, vous achetez votre maison ou votre appartement. Il faut essayer de finaliser cette acquisition-là dans les 20 ans qui vont suivre pour vous permettre de retrouver votre capacité d'emprunt pour pouvoir emprunter de l'argent pour financer les études de vos enfants. Vous voyez un peu le calcul que les parents doivent faire. Quand vous empruntez pour votre résidence principale, faites en sorte de le payer dans les 20 ans qui suivent la naissance de votre premier enfant. Ça vous permettra que quand cet enfant aura 20 ans, vous n'aurez plus de crédit de maison à financer. Donc, ça vous donnera cette capacité d'emprunt et vous pourrez faire une nouvelle fois un emprunt, même de 100 000, même de 150 000 pour les différents enfants que vous avez. Et ça vous permettra de financer tranquillement et rembourser au fur et à mesure le crédit pris pour les études. Et le premier enfant qui va terminer, il pourra vous aider aussi à rembourser parce que cet argent-là, vous avez pris ça pour eux. Je vous invite vraiment à partager cette émission parce qu'il y a vraiment des clés, des outils à conserver. Ça pourra vous aider, ça pourra aider un membre de votre famille qui a des enfants parce que les éléments que le coach Day Muller est en train de nous donner, c'est très précieux. C'est des choses que je pense, si vous allez le voir en aparté, il fait payer, hein, c'est des clés. Mais là, vraiment, prenez des notes. Ça pourra vous aider pour les études de vos enfants, de vos petits-enfants. On me demande d'appuyer aussi, d'accentuer sur les étudiants étrangers issus de l'immigration. On devait en avoir une qui n'arrive malheureusement pas à se connecter depuis le début de l'émission. Je lui ai laissé encore 5 minutes pour tenter d'AMPC, mais sinon après je devrais rendre l'antenne. Monsieur D, on nous demande, est-ce qu'il existe un réseau d'entreprises pour l'alternance des étudiants immigrés? Parce que comme vous le savez, ces étudiants de l'étranger viennent avec un visa de l'étranger, donc n'ont pas voilà, de carte de séjour français. On parlait tout à l'heure que ce soit pour Parcoursup, etc., de toutes ces inégalités. Est-ce qu'un employeur, en voyant voilà le statut de cet étudiant qui n'est pas forcément français, va le prendre lui en priorité? Comment ça se passe ça pour ces étudiants étrangers? Est-ce qu'ils trouvent facilement des employeurs? Non, 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 ils ne trouvent pas facilement les employeurs parce que moi, c'est mon cas. J'ai eu 2 cas au, au cabinet. J'ai pris 2 étudiants qui venaient de l'étranger. Donc, quand vous les prenez en alternance, ils sont chez vous. À la fin, pour qu'ils puissent avoir une carte de séjour de 3 ans, il faut les embaucher en CDI avec une rémunération qui est précisée
par la directe. La directe, c'est l'inspection du travail pour qu'il puisse être régularisé. J'ai dû m'acquitter des droits de 2200 euros par personne auprès de l'OFI pour permettre à ces étudiants-là qui sont devenus maintenant des salariés au sein de mon cabinet de pouvoir avoir une carte de résident de 3 ans. Voilà, c'est pas facile de trouver ça. Et ça peut freiner des employeurs. Hein. Oui, oui. C'est pour ça que j'incite vraiment la communauté à faire en sorte de devenir des opérateurs économiques pour pouvoir donner l'occasion aux immigrés qui viennent d'Afrique de pouvoir avoir accès, ou même des enfants nés ici qui ont des difficultés d'avoir accès au stage, à l'emploi, parce que c'est pas le tout de pleurer sur notre sort, de se dire on ne donne pas l'opportunité, on ne donne pas. Oui, malheureusement, la vie, elle est ainsi faite. C'est à nous de gommer ça, c'est à nous de nous battre. Aujourd'hui, on commence à avoir des exemples un peu partout, que ce soit à la télé, que ce soit dans les postes à responsabilité. C'est une bonne chose. Vous allez dans les banques, vous voyez maintenant à la télé, il y a la communauté afro qui est de plus en plus présente. Il y a des médecins afro. Tout ça, c'est très important. Il faut inciter aux enfants de se dire, si maman n'a pas pu le faire, moi, je peux le faire. Peu importe l'handicap que j'ai, peu importe les difficultés qu'on peut avoir, quand on veut, on peut le faire. Wow, merci beaucoup. Je vais vous donner encore une dernière question. Ça rejoint ce que Karine a dit et je dédicace aussi cette question à une maman qui, lorsque j'ai essayé de lancer l'appel à témoins, j'ai senti un petit pincement dans son cœur. Je dédicace aussi cette question à Madame Sylvie Bouetoissa. Les parents justement pour qui leurs enfants n'ont pas eu de place, ou le souhait de l'enfant de s'arrêter après peut-être le bac par exemple. Est-ce que pour les parents, leur souhait c'est que les enfants aillent le plus loin possible, comme vous l'avez dit. Maintenant, si le souhait de l'enfant c'est de travailler, il a des idées bien claires, c'est aussi une bonne chose de se retrouver dans le monde du travail. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents qui ont un peu cette tristesse que les enfants se soient arrêtés si près en se disant juste le bac, pour eux c'est très peu. Est-ce que vous pensez qu'ils ont la possibilité de revenir après sur les bancs de l'école, ou est-ce qu'il faut les laisser faire et les encourager? Moi, je fais la différence entre un enfant qui a juste le bac, qui décide d'arrêter, mais qui a un projet bien défini. Il a un métier, il a un projet, il se dit, mais moi, je veux être le meilleur cuisinier de France. Moi, je veux être le meilleur pâtissier de France. Moi, je veux être le meilleur maçon de France. Moi, je veux être le meilleur infirmier. Peu importe, au fait. C'est-à-dire que vous devez accompagner votre enfant qui a une motivation dans le domaine dans lequel il veut se lancer. Ça, je fais vraiment la différence. Moi, cet enfant-là, je l'accompagnerai dans ce qu'il souhaite faire. Maintenant, on a les autres qui se disent, que c'est bon, je m'arrête là, un peu de flemme, un peu de ceci, cela. Eux, il faut un traitement spécial. Voilà, il faut s'asseoir avec eux, discuter avec eux et prendre le temps de leur faire comprendre l'avenir. Et les parents, il faut qu'ils se le disent, les études, c'est pas ça qui garantit absolument la réussite d'un enfant. On peut, avec le bac, réussir sa vie. La réussite, c'est quoi? C'est être équilibré, s'assumer, pouvoir ne compter sur personne que par soi-même et se satisfaire du niveau qu'on souhaite. Il y a un enfant qui peut se dire, mais moi, avec 1500 euros, je vis, ça m'ira très bien, je ne demande pas plus, je n'ai pas besoin de tracasserie. Ok, c'est son choix, c'est à lui de l'assumer. Mais il y a d'autres enfants qui disent, mais moi, je vais devenir multimillionnaire, mais je veux aussi l'accompagner à devenir multimillionnaire. Les parents, vous ne devez pas vous prendre la tête en vous disant, j'ai échoué, je n'ai pas réussi l'éducation de mon enfant, parce que l'enfant reste la première partie essentielle. C'est à lui de vouloir et de déterminer qu'est-ce qu'il souhaite faire pour son avenir. Nous, on peut rêver, on peut souhaiter, on peut encourager, mais si l'enfant met un frein à main, on n'en tirera absolument rien. Donc, il faut l'accompagner et lui faire comprendre les choses.
Vraiment, merci Coach Day. Vous avez les remerciements de tout le monde. Je vois Monsieur Eded L, je vois Gismav Gigi qui s'est connecté. Vraiment mes salutations à Gismav qui vous salue. Je vois Sylvie Bouetassa qui vous remercie aussi. Vraiment, ce fut encore un réel plaisir pour toutes ces clés que vous nous avez données. Je vais vous donner à chacun votre mot de la fin. Malheureusement agréable, notre étudiante qui a eu son visa n'arrive pas à se connecter. Elle est désespérée, je vois des larmes, mais ça sera pour une prochaine fois. Nous reparlerons, nous reviendrons, je crois, vers fin août sur ce Parcoursup, ce logiciel, savoir où en sont les étudiants, est-ce qu'ils ont pu tous avoir les affectations qu'ils ont souhaitées, sinon voilà, vers quoi ils se sont retournés. On reviendra dessus avec des enseignants, des directeurs d'université, des élèves. On cherche aussi des responsables de Parcoursup. On veut tout savoir. Je vais donner à Karine la parole. Déjà, Karine, je tiens à te remercier d'avoir fait partie de notre panel ce soir. Quel est ton mot de la fin par rapport à cette émission? Est-ce que tu as pu nous dire tout ce que tu voulais ce soir? Oui, non, franchement, j'ai trouvé que c'était une très bonne émission. Donc, dès les premières minutes, je me suis dit, oh mince, j'aurais dû chercher à me connecter. J'avais beaucoup à dire. Et bon, ça va, non, j'ai résumé. Mais il y a juste une chose, du coup, pour la fin. Monsieur Muller parlait donc des enfants, voilà, qui malheureusement ne se projettent pas après le bac, qui prennent la décision d'arrêter après le bac, pensant que le bac, bon, c'est un diplôme suffisant. C'était le cas il y a quelques années, mais plus aujourd'hui. Je dis clairement la vérité, et il ne faut pas se leurrer. Monsieur Muller, vous le savez. Après, le jeune est conscient peut-être qu'il aura... Il n'y a pas de sous-métier, c'est pas ça que je veux dire. Le jeune est conscient qu'il ne va jamais accéder aussi facilement que les autres à des postes à responsabilité. Donc, il devra se contenter d'un SMIC, d'un 1 500 € par mois. Il faut... C'est son choix. Voilà, c'est son choix, d'accord. Mais moi, si on est parent et que c'est un enfant qui réside encore à la maison, moi, ce que j'ai fait pour ma fille, c'était juste pour lui montrer la vie telle qu'elle est. Parce que nous-mêmes, on a été jeunes. Nos parents, quand ils nous parlaient, on ne comprenait pas. Les chiffres parlent. J'ai montré à Eva. Voilà. Maman gagne ça, papa gagne ça. Ça, c'est ce qu'on rembourse tous les mois pour le prêt de la maison. Ça, c'est ce qu'on rembourse pour le prêt de la voiture. Ça, c'est ce qu'on paye en EDF. Ça, c'est ce qu'on paye en eau. Ça, c'est ce qu'on paye pour vos vêtements et vos baskets à 150 €. Voilà, c'est juste pour qu'elle puisse se projeter. Tu as mis 500 €, d'accord. Tu as trouvé un job, tu as un CDI même. Ok, mais tu vis chez moi, tu manges chez moi, tu dors chez moi. Est-ce qu'avec tes 1 500 €, tu pourras avoir un loyer? Tu pourras payer ton loyer? Il te restera combien à la fin pour que tu puisses manger, t'habiller, sortir? C'est tout ce que je lui ai demandé à faire comme calcul et je vous assure que même un enfant de 12 ans qui sait faire une soustraction comprend très vite qu'il faut un minimum vital pour s'en sortir dans la vie. Et aujourd'hui, franchement, le bac ne suffit plus. Alors après, il faut des opportunités. Il y a des gens qui sont très débrouillards, ils développent leurs propres entreprises, voilà, tout ça. Bon, ça aussi, ça, voilà. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, en fait, aujourd'hui, la meilleure comment dire, des garanties, franchement, c'est d'avoir quand même des diplômes supérieurs. C'est sûr. Et encore, ça ne veut pas dire que vous serez cadre demain avec ça parce que vous vous appelez Mamadou, tout ça. Donc, il y a encore un autre sujet derrière tout ça. Oui. Mais voilà, il faut quand même avoir ce diplôme. Ça garantit quand même quelque chose. C'est quelque chose en plus qu'on a. Voilà. Merci beaucoup, Karine. J'encourage les parents à encourager leurs enfants à poursuivre. Au moins un bac plus. Absolument. Voilà. Vraiment. Je ne peux que applaudir ton message. Un grand merci, Karine, pour ton intervention. Je vais donner l'honneur au coach Day de clôturer avec lui cette émission. Monsieur coach Day, le mot de la fin concernant cette thématique pour que moi, je rappelle. Le mot de la fin, je le rappelle toujours à mes enfants, en fait, si vous voulez être respecté, il y a 3 éléments. Vous devez avoir les finances, vous devez avoir la tête, et vous devez avoir l'amour du prochain. Pour moi, c'est les 3 éléments. Si vous devez être une personne qui influence son entourage et éventuellement même plus large, c'est les 3 éléments. La poche, c'est-à-dire les finances. Celui qui a l'argent, qui a la tête, c'est-à-dire intelligent, avec des diplômes,
Et en plus de ça, une moralité digne de son nom, l'amour du prochain, c'est pour moi une personne complète. Et c'est ça, vers ça qu'on doit tendre, en fait. En tout cas, c'était très instructif, comme nous l'ont dit les auditeurs, les auditrices. Moi, je tiens à vous remercier. Vous avez été encore très, très nombreux à réagir. Je remercie Monsieur Jean Didas, je remercie Monsieur Eded El, Monsieur William, Sylvie Bouetouassa, Sylvie Ndonga. Vous étiez vraiment nombreux, nombreux, nombreux. Et j'ose croire qu'il y aura encore des gens, Madame Judith Day, Madame Karine, qui était aussi une intervenante du panel. Rééduquons nos enfants, vous étiez vraiment très nombreux. Voilà, l'émission s'arrête en live, mais elle ne s'arrête pas dans les réactions. Je vous invite à continuer à réagir, à partager. Hein. Ça pourra vraiment édifier une famille, un enfant qui pourra prendre conscience aussi. On s'est posé ce soir pour les étudiants. Voilà, quant à moi, je vous dis rendez-vous mardi prochain à 21h30 avec une nouvelle thématique que je vous annoncerai au cours de la semaine. Un grand merci encore, monsieur coach Desmuller. Si vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver avant de conclure cette émission. Oui, donc il y a la page coach Desmuller et puis il y a la page Desmuller, monsieur Desmuller. Donc vous pouvez vous connecter et envoyer vos messages. Voilà. S'il y a des conseils à donner, il n'y a pas de souci. On ne parlera pas facturation, c'est pour la communauté. Un grand, grand merci. Très prochainement, on parlera aussi de la communauté et aussi très prochainement avec le coach Desmuller, nous sommes en train de préparer une émission, la relation employeur et salarié, parce que voilà, on a toujours l'impression que c'est un bras de fer entre eux. Or, je pense qu'ils peuvent vraiment bien se matcher pour voilà, une bonne réussite de la vie professionnelle du salarié et la vie de l'entreprise. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Excellente soirée et à mardi prochain. À mardi. Au revoir.